Mesdames et messieurs, bonjour. Lors de notre arrivée au pouvoir, nous avons hérité d'un système d'immigration déficient. Pour assurer une immigration efficace et réussie, il nous fallait effectuer des changements majeurs. Il nous fallait repenser complètement les façons de faire. Notre objectif depuis que je suis en poste au ministère de l'Immigration est clair. Mettre en place les meilleurs outils possibles afin d'assurer une plus grande régionalisation, une meilleure francisation et une intégration réussie des personnes immigrantes, notamment sur le marché du travail. Aujourd'hui, nous poursuivons ce travail. Nous venons de déposer à l'Assemblée nationale le plan d'immigration du Québec pour l'année 2020. Ce plan s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises par le gouvernement du Québec depuis le 1er octobre 2018. Il fait également écho aux orientations de la planification pluriannuelle de l'immigration pour la période 2020-2022 qui ont été soumises à une consultation publique tenue l'été dernier ici à l'Assemblée nationale. Pour l'année 2019, comme promis lors de la campagne électorale, nous avons réduit les seuils d'immigration à 40 000 personnes immigrantes admises. Cette réduction était nécessaire et nous a donné la latitude pour amorcer les réformes qui s'imposaient. Nous avons respecté nos engagements. Nous avons investi 70 millions de dollars pour bonifier les allocations et élargir l'accès à nos cours de francisation à toutes les personnes immigrantes. Cette somme nous a permis de mettre en œuvre plusieurs grandes mesures. Un élargissement de l'accès aux cours de francisation aux aides financières qui y sont liées aux personnes immigrantes admises au Québec depuis plus de 5 ans. Un élargissement de l'accès aux cours de francisation et aux aides familiales qui y sont liées aux travailleurs et aux étudiants étrangers temporaires ainsi qu'à leurs conjoints et à leurs conjoints. La bonification de l'allocation de participation pour les cours à temps complet de 141 à 185 $ par semaine, la création d'une allocation de participation pour les cours à temps partiel de 15 $ par jour, la bonification du montant de l'allocation de frais de garde pour les cours à temps partiel de 7 à 9 $ par jour par enfant ou par personne handicapée à charge. Ces investissements sont majeurs. Cela démontre la volonté du gouvernement de renforcer l'apprentissage, la maîtrise et le rayonnement de la langue française. Nous avons aussi investi 20 millions de dollars annuellement pour le parcours d'accompagnement personnalisé. Celui-ci nous permet de soutenir les personnes immigrantes à chaque étape de leur processus d'intégration dans toutes les régions du Québec, et ça à partir du moment où elles sont sélectionnées dès l'étranger. Et enfin, nous avons procédé à un important déploiement du ministère de l'Immigration dans les 17 régions administratives du Québec. Ainsi, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins des personnes immigrantes. Nous avons également bonifié les services dédiés aux entreprises. Le déploiement du réseau nous permettra d'offrir aux entrepreneurs un accès facile et rapide à des conseillers en immigration régionale qui connaissent les rouages du système d'immigration, mais aussi les particularités propres de la région où ils sont établis. En assurant une présence forte du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans les régions du Québec, nous faisons en sorte que les personnes immigrantes puissent contribuer à la hauteur de leurs compétences à l'économie de toutes les régions du Québec. Ces mesures fonctionnent. Grâce aux actions que nous avons posées au cours des derniers mois, le Québec dispose maintenant de meilleurs outils pour assurer une meilleure intégration à la société québécoise et au marché du travail, une meilleure francisation, ainsi que pour favoriser la régionalisation des personnes immigrantes. Nous avons toujours été clairs, la baisse des seuils était temporaire. C'est pourquoi, au cours de la prochaine année, nous entamerons une augmentation graduelle du nombre de personnes immigrantes admises afin de répondre adéquatement aux besoins des entreprises et des régions du Québec. En 2020, le Québec accueillera entre 43 000 et 44 500 personnes immigrantes, toutes catégories confondues. Nous rehaussons ainsi le nombre de personnes admises dans la catégorie de l'immigration économique. Il s'agit d'une première étape vers notre objectif, qui a été fortement soutenu par les groupes économiques lors des consultations publiques, de rehausser à terme à 65 %, voire au-delà, la part de notre immigration économique. Ces orientations tiennent également compte des opinions exprimées par la population et par les acteurs sociaux qui ont fait entendre leur voix pendant les consultations publiques. Nous l'avons toujours dit, nous ferons les choses dans l'ordre et de façon pragmatique et efficace. Cette hausse s'inscrit dans cet engagement et est cohérente avec la réforme majeure du système d'immigration que nous avons entamée. Toujours dans l'objectif de mieux répondre aux besoins du Québec, nous annonçons aujourd'hui une modernisation du programme de l'expérience québécoise. D'abord, nous sélectionnerons désormais les candidats qui font une demande d'immigration permanente au PEC en fonction de leur domaine d'études et de l'emploi qu'ils occupent.
Cette condition s'applique au volet diplômé du Québec et au volet travailleurs étrangers temporaires. Comme les besoins sont différents d'une région à l'autre, nous allons nous baser sur une liste regroupant les professions en déficit dans chaque région du Québec. La liste créée en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale compte 162 métiers. Cette liste sera en vigueur dès le 1er novembre 2019. Par ailleurs, la réception des demandes dans le volet diplômé du programme de l'expérience québécoise reprendra aussi le 1er novembre prochain avec plusieurs nouveautés. Les personnes ayant complété un programme collégial ou une formation professionnelle de 900 heures ou plus, en plus des formations de 1800 heures actuellement, seront désormais admissibles au programme à condition que leur formation se trouve sur la liste des professions en demande. Cette approche est cohérente avec les besoins de main-d'œuvre du Québec. Ce n'est pas vrai qu'au Québec, nous n'avons seulement besoin que de diplômés universitaires, même si c'est le message qui a été véhiculé pendant des années. Plusieurs métiers en demande au Québec nécessitent une formation plus technique. C'est pourquoi nous les rendons davantage admissibles. En contrepartie, les diplômés nouvellement admissibles au PEC et ayant complété une formation de plus de 900 heures, mais de moins de 1800 heures, devront avoir acquis une expérience de travail de 6 mois dans leur domaine de formation. Ce choix est motivé parce que ces candidats peuvent répondre à un besoin actuel du marché du travail. De plus, ces candidats maîtrisent la langue française et ont de l'expérience de la société québécoise. Ces améliorations seront en vigueur dès le 1er novembre 2019. Également, puisque la connaissance du français facilite grandement l'intégration à la collectivité au marché du travail, le ou la conjointe du requérant principal devra démontrer, à compter du 1er janvier 2020, un niveau de connaissance du français de niveau 7, soit le niveau intermédiaire avancé. Les conjoints pourront se prévaloir des cours de francisation du ministère de l'Immigration, maintenant accessibles grâce aux nouvelles mesures que nous avons mises en place en juillet dernier. Lors de la dernière campagne électorale, le gouvernement s'est engagé à mettre sur pied une évaluation de la connaissance des valeurs québécoises. Avec l'adoption de la loi 9, nous avons réintroduit le pouvoir permettant de gréver des conditions affectant la résidence permanente, telles que la connaissance des valeurs. Nous maintenons notre intention de lier la connaissance des valeurs québécoises à la résidence permanente. Nous reprendrons d'ailleurs nos discussions avec le gouvernement fédéral dès que le nouveau Conseil des ministres sera nommé. Nous avons confiance d'en arriver à une entente avec le gouvernement fédéral. Entre-temps, nous pouvons déjà agir en ce qui concerne l'immigration que nous sélectionnons. Ainsi, nous demanderons désormais aux candidats de tous les programmes d'immigration économique de démontrer qu'ils connaissent et comprennent les valeurs démocratiques et québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, et ce à partir du 1er janvier 2020. Les Québécois sont fiers de leurs valeurs et de leur identité. Tout comme la connaissance du français, la connaissance des valeurs exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne est un atout majeur pour réussir son intégration au Québec. Les personnes immigrantes auront à leur disposition 2 façons de démontrer leur connaissance de ces valeurs. Une attestation de participation à la session Objectif Intégration ou une évaluation en ligne de la connaissance des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Pour les travailleurs en situation temporaire qui sont physiquement au Québec et qui aspirent au programme de l'expérience québécoise, ils peuvent participer à la session Objectif Intégration offerte au Québec et ainsi obtenir leur attestation à la fin de la session ou bien réussir l'évaluation en ligne. La session Objectif Intégration est une formation de 24 heures comportant 8 modules sur la vie au Québec, les valeurs démocratiques et québécoises, les codes sociaux et la réalité du marché du travail. Les personnes qui sont à l'étranger, elles, devront d'abord effectuer leur apprentissage et leur évaluation en ligne. Ce moyen comprend des contenus informatifs et évaluatifs sur les valeurs démocratiques et québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Les contenus et les questions permettent d'aborder les 5 volets de la vie au Québec, soit l'égalité entre les femmes et les hommes, la société francophone, la société laïque, les droits et responsabilités et la société démocratique. Il est légitime pour le Québec de demander aux personnes qui l'accueillent d'apprendre et de connaître les valeurs québécoises qui sont exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. C'est d'ailleurs une condition exigée par le gouvernement fédéral pour octroyer la citoyenneté canadienne.
Les modalités de l'évaluation de la connaissance des valeurs que nous mettons en place sont très similaires à celles du gouvernement fédéral. Les candidats devront visionner et écouter 90 minutes de contenu informatif et évaluatif et répondre à 20 questions. En cas d'échec à l'évaluation, chaque personne aura droit à 2 autres essais avec un temps minimal de 2 semaines entre chaque reprise. Pour les personnes à l'étranger, après 2 échecs à l'évaluation en ligne, nous les inviterons à reprendre une 3e fois l'évaluation ou bien à se déplacer au Québec pour participer à la session Objectif Intégration. Pour les personnes déjà sur place à titre de travailleurs temporaires ou d'étudiants étrangers, après 2 échecs à l'évaluation en ligne, ils devront obligatoirement suivre la session Objectif Intégration. Les personnes qui auront échoué l'ensemble des essais auxquels elles ont droit ou qui n'auront pas participé à la session d'information verront leur demande d'immigration fermée. Elles pourront toutefois présenter une nouvelle demande d'immigration si elles souhaitent toujours immigrer au Québec et ainsi reprendre le processus et obtenir leur attestation de la connaissance des valeurs québécoises. L'attestation de participation à la session Objectif Intégration, de même que la réussite de l'évaluation en ligne, auront une durée de validité de 2 ans. Cette nouvelle mesure contribuera à une intégration plus rapide et de manière durable à la société québécoise. L'attestation de la connaissance des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne dans les programmes d'immigration économique sera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Suivant cette logique de réforme et de modernisation vers un système d'immigration plus efficient, nous annonçons également avoir entrepris une réforme visant le programme des immigrants investisseurs. Nous sommes préoccupés par les nombreuses problématiques soulevées récemment dans certains reportages. En effet, plusieurs éléments entourant l'intégrité du programme, les enjeux de fonctionnement du programme, ainsi que le faible taux de rétention des candidats sont problématiques. Considérant ces questionnements, j'annonce la suspension de la réception de toute nouvelle demande. Cette décision sera effective à partir du 1er novembre 2019 pour une période de 8 mois. Cette suspension des demandes nous permettra d'effectuer une refonte importante du programme. Nous continuerons cependant d'honorer nos engagements à traiter les dossiers déjà en processus qui ont été déposés. La réussite de l'immigration est un défi de taille et il relève d'une responsabilité partagée. Le système a été laissé dans un piètre état durant 15 ans sous l'ancien gouvernement libéral. Depuis mon arrivée en poste, il y a à peine 1 an, nous avons amélioré le système d'immigration. Nous assurons notamment un meilleur maillage entre la sélection des personnes immigrantes et les besoins du marché du travail. Avec la mise sur pied du parcours personnalisé et les nouvelles mesures en francisation, les personnes immigrantes disposent d'un meilleur soutien pour une intégration beaucoup plus efficace à la société québécoise. Vous l'avez compris, nous désirons offrir à l'ensemble des candidats à l'immigration tous les outils nécessaires pour favoriser leur pleine et entière intégration à la société québécoise. Dans un contexte où les besoins de main-d'œuvre sont importants, l'intégration réussie des personnes immigrantes permet d'augmenter leur contribution au dynamisme économique du Québec. Aujourd'hui, nous continuons notre travail entamé il y a 1 an pour mieux accueillir, mieux franciser, mieux intégrer, mieux régionaliser, et ce, au bénéfice des personnes immigrantes et au bénéfice du Québec. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le ministre. Je vous mentionne que M. Jolin Barrette est accompagné du sous-ministre à l'immigration, M. Bernard Matte. Nous allons commencer la période des questions. Je vous rappelle que le ministre dispose de 60 minutes, donc on va essayer d'y aller rondement, après avec une première ronde de questions. Ensuite, des questions en anglais et on reviendra si on dispose de suffisamment de temps avec des questions supplémentaires en français. Donc, j'invite les journalistes qui souhaitent poser une question au ministre de me faire signe. Nous allons commencer avec Jocelyne Richer de la Presse canadienne. Bonjour. Bonjour. Au sujet du test des valeurs, oui. J'aimerais savoir dans quelle mesure la maîtrise du français est une condition préalable à passer le test. Autrement dit, est-ce qu'un ressortissant étranger peut passer le test dans sa langue maternelle, dans la langue de son choix, ou il devra le passer en français? En fait, ce que nous prévoyons, c'est d'avoir une traduction dynamique en fonction des différents pays de provenance des personnes. Dans le fond, annuellement, nous accueillons des gens qui ont une langue dans
majoritairement 5-6 langues. La majorité des immigrants parlent ces langues-là, que ce soit le français, l'anglais, le mandarin, l'espagnol. Donc, l'examen, l'évaluation sera en français, mais il va y avoir une traduction dynamique sur l'évaluation en ligne. OK. Donc, à titre d'exemple, sur l'évaluation en ligne, vous pourriez avoir une traduction qui accompagne la version officielle, puisque l'évaluation est en ligne, une traduction dynamique sur la page web. Sur le contenu comme tel ou la volonté du gouvernement, dans quelle mesure est-ce que c'est symbolique ou vous le voyez comme un engagement? Par exemple, il y a la question de l'égalité homme-femme. On peut présumer qu'un ressortissant étranger qui voit une question, êtes-vous pour ou contre l'égalité homme-femme, va dire oui, il va comprendre que c'est la réponse souhaitée, mais qui nous dit qu'il ne rentre pas chez lui le soir et qu'il frappe sa femme. Bien, vous savez... L'adhésion, autrement dit, aux valeurs. Bien, deux choses, là. Ce que vous soulevez, c'est un geste criminel. Alors, il faut dénoncer ce genre de geste-là. Vous savez, déjà, les personnes migrantes, actuellement, là, avec les demandes de sélection, signent un engagement. C'est le Parti libéral qui a mis ça à l'époque de Mme James, font une déclaration qui adhère aux valeurs québécoises. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire l'évaluation de leur connaissance de ces valeurs-là. Alors, la façon dont on va le faire, c'est par du contenu informatif. Hein? Si vous êtes déjà au Québec, vous pouvez soit faire l'évaluation en ligne, soit aller suivre la session Objectif Intégration qui est 24 heures. Si vous êtes à l'étranger, c'est l'évaluation en ligne. Il y a du contenu informatif de 60 minutes, puis un contenu évaluatif de 30 minutes avec 20 questions. Alors, vous savez, il n'y a jamais aucune garantie, mais ce qu'on souhaite établir, c'est un message très clair que les personnes migrantes connaissent ces valeurs et y adhèrent aussi, et ça passe notamment par l'évaluation. Mylène Crête, Le Devoir. Je me demandais, M. Jean-Barré, comment vous allez vous y prendre pour convaincre le gouvernement fédéral d'aller un pas plus loin et d'associer le test des valeurs à l'obtention de la résidence permanente? Bien, en fait, aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est à l'intérieur de nos compétences, avant d'émettre le certificat de sélection du Québec, il va y avoir une évaluation de connaissance des valeurs québécoises. C'est la première étape. Notre objectif n'a pas changé. Ce que l'on souhaite faire, c'est grever la résidence permanente de conditions, notamment une évaluation de connaissance des valeurs. Dans le projet de loi 9, ce que j'ai fait, j'ai réintroduit une disposition qui permet de faire ça, hein, de grever la résidence permanente de conditions, que le Parti libéral avait abrogé dans le projet de loi 77. Alors, nous, le cadre juridique, il est en place. L'habilitation législative pour le faire du côté québécois, il est en place. Ce que je dois faire maintenant, c'est négocier avec le gouvernement fédéral pour qu'ils puissent arrimer leur réglementation avec la nôtre. Alors, ça va demander des discussions, mais j'ai bon espoir que le gouvernement fédéral va accepter et va entendre la volonté du gouvernement du Québec et des Québécois et des Québécoises de grever la résidence permanente de conditions. D'où ma question, comment vous allez vous y prendre pour le convaincre et qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez de bon espoir qu'il accepte? Bien, vous savez, en matière d'immigration, on a réglé certains dossiers avec le gouvernement fédéral, notamment le 250 millions avec les demandeurs d'asile. On a fait des gains avec le gouvernement fédéral. Je pense que le Québec est une société distincte et que le fédéral est enclin à ça. D'ailleurs, au débat, M. Trudeau a dit qu'il était d'accord avec une évaluation de connaissance des valeurs québécoises. Alors, j'attends la formation du prochain Conseil des ministres pour avoir des discussions avec mon homologue fédéral, mais je crois que c'est l'équivalent de l'examen de citoyenneté canadienne et que le gouvernement fédéral devrait entendre la volonté du gouvernement du Québec d'établir des pouvoirs dans un champ de compétences qui lui appartient relativement à l'intégration des personnes immigrantes, parce qu'il faut comprendre, hein, depuis historiquement, là, l'intégration des personnes immigrantes en vertu de l'accord Canada-Québec, ça relève du Québec. Alors que ce soit au niveau de la francisation, que ce soit au niveau de l'employabilité, ce sont des pouvoirs qui appartiennent au Québec parce que on a la proximité, on travaille en collaboration avec les différents partenaires locaux, régionaux, avec les organismes communautaires. Alors, ça fait partie du processus d'intégration, le fait d'adhérer aux valeurs québécoises. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour. Si je comprends bien, là, le test va s'appliquer à l'immigration économique, donc ça veut dire entre 25 et 26 300 personnes, grosso modo, c'est à peu près ça. Là, au niveau de l'immigration économique, effectivement. Okay. Parce que, dans le fond, l'évaluation va s'appliquer à l'immigration que nous sélectionnons. Donc, au niveau du regroupement familial, nous ne sélectionnons pas
le regroupement familial actuellement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de questions qui vont être posées? Je vous donne un exemple. Au Québec, les femmes et les hommes ont les mêmes droits et cette égalité est inscrite dans la loi. Vrai ou faux? Choisissez l'illustration ou les illustrations qui représentent les personnes qui ont le droit de se marier au Québec. Une illustration de 2 hommes, illustration de 2 hommes, 2 femmes, 1 homme, illustration de 2 femmes, illustration d'1 homme, 1 femme, illustration de 2 hommes, 1 femme. Identifiez là ou les situations où il y a discrimination. Refuser un emploi à une femme enceinte, à une personne qui n'a pas le diplôme requis, à une personne à cause de son origine ethnique. Ce sont le genre de type de questions qui pourraient se retrouver dans l'évaluation de connaissances des valeurs québécoises. Est-ce que vous ne craignez pas que ça vienne limiter l'accès à l'immigration? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, bien, je vais aller ailleurs, je vais aller en Ontario, je vais aller au Nouveau-Brunswick, je vais aller dans l'Ouest, en Colombie-Britannique, parce qu'il n'y a pas ce genre de test-là. Parce que là, si je comprends bien, de toute façon, ils vont être soumis à ce test des valeurs-là, dans l'état actuel des choses, et éventuellement, pour avoir la citoyenneté, encore une fois soumis au test canadien. Là. Donc, ils vont passer 2 tests. Vous savez, la société québécoise, elle est distincte. Les Québécois sont fiers de leurs valeurs et l'immigration, c'est un engagement qui est partagé. Hein? La société d'accueil, le Québec, son rôle, c'est de bien accueillir les personnes immigrantes, de donner des ressources en matière d'intégration, de francisation, d'employabilité. La contrepartie pour les personnes immigrantes, c'est d'adhérer au Québec, de s'intégrer en français à la société québécoise et d'adhérer aux valeurs québécoises. Je pense que les valeurs québécoises qui sont dans la Charte des droits et libertés de la personne, c'est la base de l'organisation de la société québécoise. La non-discrimination, l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, le fait de demander aux personnes qui choisissent de venir s'établir au Québec de respecter et de connaître ces valeurs-là, c'est le minimum. Robert Dutrisac, Le Devoir. Oui, bonjour. Vous avez mentionné la conjointe du requérant là, en matière d'immigration qu'on choisit, immigration économique. La conjointe doit avoir un niveau 7 de français. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'à son arrivée, éventuellement... Bien, ça, c'est dans le cadre du programme d'expérience québécoise. Parce que vous avez 2 programmes d'immigration économique au niveau des travailleurs qualifiés. Vous avez le programme régulier des travailleurs qualifiés par le biais d'ARIMA, la façon dont les gens sont sélectionnés, et vous avez les personnes qui sont déjà sur le territoire québécois. Ça s'appelle le programme d'expérience québécoise. Pour ces personnes-là, il y a 2 volets à ce programme-là. Le programme d'expérience québécoise diplômé et le programme d'expérience québécoise pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, le ou la conjointe, dans le cadre de ces 2 volets-là du programme d'expérience québécoise, devra avoir un niveau 7 de français, comme c'était le cas pour le requérant principal. Encore là, la conjointe du requérant principal va devoir passer ce test-là des valeurs. Oui. Dans le fond, en matière de sélection du Québec, en matière économique, l'ensemble des personnes immigrantes de plus de 18 ans doivent passer l'évaluation de connaissances des valeurs québécoises, qu'ils soient au Québec ou qu'ils soient à l'étranger. OK. Donc, on présume que... finalement, la personne ne devra pas être analphabète, par exemple. Elle va devoir savoir lire, elle va devoir savoir... Mais en fait, c'est une évaluation qui est associée, comme dans les documents qui sont déposés au niveau de la déclaration. Les gens doivent pouvoir signer et comprendre ce qu'ils signent. L'Ottawa, donc, vous gardez toujours les mêmes objectifs de négociation. Oui. Vous avez une loi qui... Juste apporter une précision, par contre. Au niveau de l'évaluation de connaissance des valeurs, si dans la demande, le requérant, dans la demande du requérant principal, il y a des membres de sa famille qui ont 18 ans et plus et qui souffrent d'un handicap ou ils ont une maladie quelconque qui les empêche d'avoir les facultés pour remplir l'évaluation de connaissances, il y a une exception qui est prévue, juste pour compléter. Sur les négociations avec Ottawa, vous maintenez toujours les mêmes objectifs qui découlent de la loi là, que vous avez adoptée. Pour ce qui est des travailleurs temporaires, là, on ne touche pas la résidence permanente, là, mais les travailleurs temporaires, est-ce que vous comptez régler ça rapidement? Bien, moi, je le souhaite ardemment. Je le souhaite depuis 1 an. Au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET qu'on appelle, qui est de juridiction fédérale et provinciale, je souhaite qu'il y ait des assouplissements. La Commission des partenaires du marché du travail appuie le gouvernement du Québec dans ses demandes relativement
au fait que ça soit uniquement québécois, qu'on puisse laisser tomber l'étude d'impact du marché du travail du côté fédéral, qu'on puisse également augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires par entreprise aussi, puis qu'on allonge aussi la durée du permis de travail. Nous le souhaitons, nous l'avons réclamé à de multiples reprises. J'espère que le gouvernement fédéral a entendu le message des entrepreneurs, des employeurs lors de la dernière campagne aussi. Vous savez, dans toutes les régions du Québec, on s'en fait parler. Ça prend un assouplissement au niveau des travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est différent des programmes de mobilité internationale où c'est géré uniquement par le fédéral. Mais nous, où on a une juridiction, où on a une expertise avec le ministère du Travail, on devrait pouvoir le gérer nous-mêmes au bénéfice du marché du travail québécois. Merci. Patrick Belrose, le Journal de Québec. M. Jean Barrette. Bonjour. En 2016, durant la controverse sur le Burkini, M. Legault avait fait un lien entre le test des valeurs et le Burkini en disant imposer un test des valeurs pourrait barrer la route aux gens qui ont des vues extrémistes comme ça, qui ne croient pas en l'égalité homme-femme. En quoi ce que vous présentez aujourd'hui pourrait barrer la route aux extrémistes religieux? Mais vous savez, l'évaluation de connaissance des valeurs québécoises va comporter des questions sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, très certainement, on souhaite que les gens apprennent les valeurs québécoises. La société dans laquelle on vit fait en sorte que l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est inscrite dans la loi et elle doit être respectée. Alors, deux choses. Ça permet d'évaluer cet apprentissage-là, cette connaissance-là, mais aussi d'informer adéquatement qu'au Québec, quel est le cadre qui s'applique. Puis le cadre qui s'applique, bien, ce sont les valeurs inscrites dans la Charte des droits et libertés de la personne. J'ai l'impression que ça va rebuter les extrémistes qui pourraient vouloir venir s'installer au Québec. Pour nous, c'est clair là, que les personnes qui choisissent le Québec, elles doivent adhérer aux valeurs québécoises, des valeurs de démocratie, des valeurs de respect, des valeurs qui garantissent la non-discrimination. Je pense qu'on a bâti une société basée là-dessus. On doit en être fiers. Les Québécois sont fiers de ces valeurs-là et ils veulent que leurs valeurs soient respectées. Alors, aujourd'hui, le gouvernement du Québec respecte ce à quoi on s'est engagé en campagne électorale, le fait de mettre en place une évaluation de connaissance des valeurs québécoises. Vous, est-ce que ça va aider à lutter contre le phénomène du burkini, de la burqa, des signes religieux comme ça qui sont très ostentatoires? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans nos lois. C'est une des valeurs les plus fondamentales au Québec. Je pense qu'on a cheminé durant le dernier siècle au Québec et je pense que l'égalité entre les hommes et les femmes doit être respectée par quiconque souhaite s'établir de façon durable au Québec. Martine Biron, Radio-Canada. Juste une dernière petite question. Est-ce qu'on va avoir accès à la liste complète des questions du test des valeurs? Non, notamment pour protéger l'intégrité de l'évaluation de connaissances. On souhaite, il y a plusieurs centaines de questions, mais vous comprendrez que c'est une évaluation et donc on ne peut pas diffuser publiquement la liste de l'ensemble des questions. C'est pour ça que je vous ai donné un extrait tout à l'heure. Martine? Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Je comprends que ce que vous annoncez aujourd'hui, c'est finalement temporaire jusqu'à ce que vous obteniez une entente qui va permettre de grever la résidence permanente à des conditions. Donc, à partir du moment où vous allez avoir cette entente-là, est-ce que je comprends que vous allez... que c'est caduc, ce que vous annoncez, que le test va être à peu près 3 ans plus tard, là, une fois que la personne sera installée au Québec? Bien, nous, notre volonté est toujours la même, comme vous l'avez dit, de faire en sorte que l'évaluation de connaissance des valeurs québécoises se déroule après 3 ans. Dans les pouvoirs que nous avons actuellement, je mets en place une évaluation conformément à l'engagement que nous avions pris. Pour ce qui est de la suite des choses, j'ai besoin d'une entente avec le gouvernement fédéral. Du côté législatif, moi, j'ai fait tout en mon pouvoir pour avoir la marge de manœuvre pour négocier avec le gouvernement fédéral. Et vous savez, ce qu'on a rajouté comme pouvoir dans la loi, c'est quelque chose qui existait préalablement, que le Parti libéral a supprimé. Alors, comme je vous dis, ça prend des négociations. Il faut que le fédéral dise oui, effectivement, mais nous, toutes les personnes qu'on va sélectionner au Québec vont être soumises à cette évaluation. Je ne voudrais pas brûler ma deuxième question, mais vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce qu'à partir du moment où vous allez avoir une entente avec le gouvernement fédéral, ce que vous annoncez aujourd'hui sera éliminé par le fait même, là, remplacé par cette entente-là et les conditions que vous aurez obtenues? Bien, dans un premier temps, il faut négocier avec le gouvernement fédéral, mais notre intention est toujours la même, soit d'imposer une évaluation après 3 ans ici au Québec. Est-ce qu'on peut présumer que vous aurez pu ces mêmes tests de valeur dès la sélection? Bien, l'objectif, comme je vous dis, était à partir du moment où les gens étaient ici 3 ans et ensuite, il y a une évaluation à l'intérieur des 3 premières années. Donc, nous, ce qu'on fait actuellement dans
dans le cadre juridique qui est applicable, on devance l'évaluation. Mais très certainement, ça va dépendre des négociations que nous aurons avec le gouvernement fédéral. Et je les appelle à négocier avec nous dès le moment où le prochain ministre de l'Immigration va être assermenté. Dans les négociations que vous allez avoir avec le gouvernement fédéral, est-ce que dans les conditions que vous voulez négocier, est-ce que l'expulsion du territoire d'un immigrant qui n'aurait pas passé à travers les différents tests, est-ce que c'est encore dans vos cartons? En fait, ça n'a jamais été dans nos cartons. Le statut au Canada relève du gouvernement fédéral. Dans le fond, la présence sur le sol canadien, c'est de juridiction fédérale. Ça ne relève pas de la compétence du Québec à ce niveau-là. Les frontières se relèvent du gouvernement canadien. Alors, nous, on souhaite agir dans notre champ de compétences, ce que nous ferons lorsque nous aurons une entente. Pour ce qui est du statut d'une personne présente sur le territoire canadien, ça relève du gouvernement fédéral. Quelqu'un qui ne connaît pas le français, qui ne passe pas le test du français, ne pourrait pas être expulsé du territoire québécois comme vous l'avez souhaité en campagne électorale? En fait, ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est une évaluation de connaissance des valeurs québécoises. Dans le fond, dans les programmes d'immigration, dans le PEC au Québec, vous devez avoir le niveau 7 de français. Par contre, si vous êtes sélectionné de l'étranger, c'est pas nécessaire d'avoir le niveau 7 de français actuellement. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que chaque personne immigrante puisse, à terme, oui, avoir une évaluation de français sur le territoire québécois, au Québec. Et donc, ça va faire partie des négociations avec le gouvernement fédéral. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Bonjour. Dans les éléments, dans les 5 éléments du contenu des questions, oui, il y a société laïque. Oui. Ce matin, M. Legault a dit ce serait important que les gens qui arrivent au Québec sachent que les personnes en situation de pouvoir ne peuvent pas avoir de signes religieux, donc selon la loi 21. Vous, tantôt en chambre, vous avez dit, là, il ne faut pas mélanger deux choses. C'est quoi? Est-ce que la loi sur la laïcité sera une question, peut-être pas précise, mais sera intégrée à ces questions de valeur-là? Oui, ça fait partie du contenu de l'évaluation, le fait la société québécoise, elle est laïque. C'est une des 5 orientations de l'évaluation, effectivement. La question posée en chambre par le député de Laurier-Dorion, il faisait des raccourcis intellectuels. Alors, j'ai voulu m'assurer qu'ils comprennent bien que la loi sur la laïcité s'applique à tout le monde au Québec. Elle s'applique aux gens qui sont nés ici, elle s'applique aux nouveaux arrivants, elle s'applique à toutes les personnes, peu importe leur confession religieuse. C'est très clair que la loi sur la laïcité de l'État, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sépare l'État des religions et que oui, pour certaines personnes en situation d'autorité, il n'est pas possible de porter de signes religieux durant la prestation de travail, mais c'est pas destiné spécifiquement aux personnes immigrantes, ça s'applique à l'ensemble des citoyens québécois. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que dans ces 20 questions-là, il y a une question qui va dire un professeur ne peut pas porter de croix? Il pourrait y avoir des questions. À titre d'exemple, depuis le 27 mars 2019, en vertu de la loi sur la laïcité de l'État, tout nouveau policier ne peut porter de signes religieux dans l'exercice de ses fonctions. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Précision concernant le test de français, parce que l'engagement de la CAQ, c'était d'avoir 2 tests, un test de connaissance des valeurs puis un test de français. Je comprends que vous renforcez les exigences en matière de connaissance de français pour ce qui est du PEC, mais pour le reste, il n'y a rien en ce qui concerne la connaissance du français. Là. Vous ne mettez pas en place un test qui va permettre de valider la connaissance du français des immigrants économiques qui sont à l'extérieur du territoire au moment d'être sélectionnés. Actuellement, non. Au niveau du programme d'expérience québécoise, là où la conjointe maintenant va avoir l'exigence d'avoir un niveau 7 de français, ceux qui sont déjà présents sur le territoire, mais si vous êtes dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, non, il n'y a pas de renforcement au niveau de la connaissance du français. Il n'y a pas d'exigence d'avoir un niveau 7 de français. Tomber ça? Ou... Non, pas du tout. Ça va faire l'objet des négociations que nous aurons avec le gouvernement fédéral dans le cadre de la mise en place de conditions grevant la résidence permanente. Les conditions... je voudrais juste vous rappeler aussi que notre objectif, là, de la façon dont on structure le tout, là, c'est de donner tous les outils en matière de francisation aux personnes immigrantes. La moitié des sommes là, qu'on a consacrées sur le 146 millions annuellement, là, 70 millions
s'en va en francisation, en bonification des allocations, mais aussi, surtout, en élargissant aussi les cours offerts. Parce qu'avant, là, les personnes en situation temporaire au Québec, les diplômés, ceux qui étudient, mais aussi les travailleurs étrangers temporaires, tous ceux qui sont, tantôt on en parlait, programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, PMI, n'avaient pas accès aux cours de francisation. Depuis le printemps dernier, on a ouvert les cours de francisation à ces personnes-là aussi. Alors, pour les gens qui viennent sur le territoire québécois de façon temporaire, on leur offre toutes les ressources en matière de francisation. Avec les allocations, on souhaite qu'elles se francisent, ces personnes-là, en situation temporaire. Et lorsqu'elles migreront vers un statut permanent, bien justement, l'évaluation de connaissance du français pourrait s'inscrire là. Mais encore une fois, ça me prend une entente avec le gouvernement fédéral. Et donc, pour ce qui est du fait de grever la résidence permanente, l'entente que vous voulez arracher avec Ottawa, est-ce que ça viserait toutes les catégories d'immigration ou uniquement, encore une fois, l'immigration économique, l'objectif à terme? Dans un premier temps, c'est l'immigration économique. Mais on a toujours dit qu'on souhaitait également rapatrier la compétence au niveau du regroupement familial, donc pour sélectionner également le regroupement familial. Donc, réfugiés... Les réfugiés, c'est distinct. OK. Et en ce qui concerne... le temps court. On va revenir avec des questions supplémentaires après les questions de nos collègues anglophones. On va terminer en français avec Hugo Pilon-Larose et Alain Laforêt. Juste pour ajouter, là, sur les réfugiés, ce sont des gens qui sont dans des situations vulnérables et donc il n'y a pas d'évaluation de français qui serait négociée pour eux. Hugo Pilon-Larose. Est-ce que le ministère... savez-vous si le ministère a consacré combien de fonds publics à l'élaboration du test et du cours, et ça va nécessiter combien de fonds publics pour administrer le test et le cours? Oui, pour développer l'évaluation, il y a un contrat qui a été donné d'environ 140 000 à des experts. Et également au ministère de l'Immigration, ça a nécessité environ 100 000 et l'affectation de 2 ressources. Et pour administrer le test et les cours, ça va coûter combien par année? Ça, je pourrais vous revenir. Là, ça va rentrer dans les processus, la mise en place avec le développement de l'outil informatique à l'étranger ou l'évaluation en ligne ici aussi. Pour les cours Objectif Intégration, on les donnait déjà, ces cours-là, un peu partout au Québec. Est-ce que le ministère possède une analyse de la proportion de travailleurs qualifiés étrangers qui ont obtenu ces dernières années un CSQ et qui ne maîtrisaient pas les valeurs québécoises? Bien, en fait, c'est difficile de répondre à votre question parce que ce n'était pas évalué. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que chaque personne qui va être sélectionnée va devoir avoir préalablement réussi son évaluation de connaissance des valeurs québécoises. Alain Laforêt. C'était pas mesuré dans le passé. Merci. Alain Laforêt, TVA. Bonjour. Bonjour. À partir du 1er janvier, combien d'immigrants devront passer le test? En fait, toutes les personnes migrantes qui sont sélectionnées devront passer cette évaluation. Donc, en termes d'immigration économique, c'est entre 25 500 et 26 300 pour le plan 2020. C'est tout? Bien, en fait, on prévoit accueillir pour l'année 2020 entre 43 000 et 44 500. La part de l'immigration que nous sélectionnons, c'est environ 71 %. Donc, entre 25 500 et 26 300. Dans les autres catégories d'immigration, vous avez le regroupement familial sur lequel on n'a pas de juridiction. Au niveau des réfugiés, nous les sélectionnons, mais ce n'est pas la même chose que l'immigration économique. C'est sur un aspect humanitaire. Juste pour une question de compréhension. De la façon dont vous avez basé votre système, quelqu'un qui va suivre le cours de 24 heures, qui s'échelonnera sur 3-4 jours, n'aura pas besoin de passer le test. Exactement. Une autre personne pourra passer le test avant de demander son certificat de sélection. Ça peut se faire n'importe où devant un ordinateur sur la planète. Bien, en fait, prenons l'exemple. Avant que vous répondiez, oui. C'est ça, là, ça peut se faire devant un ordinateur n'importe où. Oui. Pour les candidats qui sont à l'étranger, la personne, à partir du moment où vous vous rappelez du système ARIMA, la personne déclare son intérêt à immigrer au Québec. Elle déclare sa candidature dans le système ARIMA. Par la suite, le gouvernement invite, en fonction des besoins du marché du travail, vous invite, vous, M. Laforêt, à soumettre votre candidature. Au moment où vous soumettez votre candidature, vous allez recevoir un code informatique qui va vous donner accès
à cette évaluation en ligne-là. Ça, c'est de la technique. Je vais arriver avec ma question, là. Donc, 5 personnes peuvent se placer devant un ordinateur puis répondre à ce test-là. C'est complètement bidon. Bien, vous savez, ça fait partie de l'évaluation en ligne. On fait confiance notamment aux candidats à l'immigration. Je vous rappellerai que dans le cadre de la loi sur l'immigration au Québec, il y a des pouvoirs de vérification, des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs pour s'assurer de l'intégrité d'une demande d'immigration qui sont donnés au ministère de l'Immigration, comme pour n'importe quel ministère. Alors, si jamais il y a fraude, si jamais les critères relativement à la sélection ne sont pas respectés, le certificat de sélection pourra être annulé. Merci. Philippe Autier de Gazette. I'm interested in these technical questions which are being asked. Did I understand you right in which you say if you, before you've gone through the ARIMA and you're heading towards the certificate selection process, if you just take the course, the 24-hour course, you don't have to do the test? Did I understand you to say that right? Okay. Partly. First of all, if you are here in Quebec, already here, you have two choices. You can pass the evaluation online, first time. You do not succeed the first time. After that, you do the second test online. And if you have another failure, you have to go to the class Objectif Intégration. Or you can go at the beginning, if you are already here in Quebec, you can go directly to the class Objectif Intégration. If you are outside Quebec, outside Canada, you have to pass the evaluation online 2 times, and for the third time, you have the choice. Even you go to pass the evaluation online, or you come here in Quebec to the class. Right, but if you're here already, Sorry. If you're here already Yes. and you take the course, Yes. do you still have to take the test? No, because you have an attestation that you have followed the 24-hour class. And because there was no briefing, so these questions are technical. 20 questions on the test? 20 questions on the test, and you need to have 75%. That's right. And before you mentioned some of the wording of the questions that you would Yes. be. But did I understand that you have 100 possibilities of questions, or what the actual test that people will get Yeah. is 20, not 100 questions? No, 20 questions, but we have several hundreds question in a bank to protect the integrity of the test. Right. So people will not be answering several hundred questions. No. Just 20. 20 questions, but it will never be the same evaluation. Like if you pass a test, I pass the test, the evaluation, it will not be the same evaluation. And the last thing, it's a 90-minute process. Yes. You watch the video or the content, and then for 60 minutes, and then you pass. Then you do the test. No, it's you have some information during that evaluation by chapter. So by chapter, you have some information. After that, you have some question, some information. After that, some other question. It's not 60 minutes of information, and after that, you have the evaluation. It's in between. Merci. Raquel Fletcher, Global. For a boat driver's license. I don't have my boat. I do have one. It's exactly the same process. So. I cannot answer to you. Merci de cette anecdote, Good Monsieur Autier. parallel. Raquel Fletcher, Global News. Did I hear correctly that it cost $140 million to develop the test? No. How much? Where did that $140 million come from? No. That money, it's the money that I received from Mr. Finance to give more services to the immigrants. So in the last budget, we received $146 million per year during 5 years. So $730 million
of more money, and with half of that money, we put that in francization to give more services to the immigrants. And what I was referring to, the cost of the evaluation, it costs $146,000, thank you, for the development of the evaluation, and it costs $100,000 inside the minister for the resources, the employee that they work on that. Okay. And there was some money for experts? The expert, it's about the $146,000, the contract that we did. $146,000? Yes. Okay. 146,000. Okay. Okay. Thanks for the clarification. You gave an example of questions in French. Yes. And one had to do with secularism or Bill 21. I was Yes. just wondering if you could give that example in English. Yes. So if I do a translations, since the March 27, 2019, by the Bill 21, laicity of the state, every new police officer cannot wear a religious symbol in his during his job. True or false? Maybe I will be able after the conference to give you the correct wording in English. C'est ce que vous appelez la traduction dynamique. C'est ça que... Une dernière question, Raquel, après on va passer à Cathy. Just because you said, or the Premier said that the questions were going to be based off of the Charter of Rights, Yes. Which obviously is universally accepted in Quebec, but when it comes to secularism and Bill 21, that's still pretty controversial. There are a lot of Quebecers that don't agree with Bill 21. So are you asking new immigrants in applying Bill 21 to the test, aren't you asking new immigrants to take a political stance in answering questions about values based off of Bill 21? Because we don't agree as a society on that one. Not at all. You know why? Because laicity of the states, it's in the Charter of Right and Freedom of the person here in Quebec. When we adopt the Bill 21, it was written, we make a modification to la Charte des droits et libertés de la personne, and it's written in the preamble and also at the Article 9.1. So right now, it is in the Charter, the laicity of the states, when we are talking about that. So it's part of the Quebec values, and the National Assembly here in Quebec adopt validly that bill, and that's the bill that apply in Quebec, and the Charter of Right include laicity of the states. But not unanimously. When the bill was adopted, Yeah. of course, Quebec Liberal Party refused to make the laicity of the states. During years and years, they refused to understand what the Quebecers want about the separation of religion and state. So we make it clear in the Bill 21. Merci. Cathy Sonnet, CBC News. Just would like to clarify a couple of things, Mr. Desmarais. Bonjour. Regarding the permanent residency, like Yes. what you want to negotiate still with the federal government. You say 3 years after a person lives here, you have to have your permanent residency to live in Quebec or in Canada. You have to, when it's expired, then you have to renew it. So what are you trying to do here with the 3 years delay? Well, first of all, you have 3 ways to be on Canadian territory. First of all, you can be as a tourist with a visa from the federal government. After that, you have a work permit, temporary work permit, or a permit to study. Okay? And after that, you have
permanent residents. So what we want to do when we will have a negotiation with the federal government is the fact that we will be able to, when you have the permanent residents, that there will be some condition to fulfill during the 3 years, so to have an evaluation about Quebec value. So it will be the residency, the permanent residency that will be qui va être conditionnel to the acceptation, to the succeed of the evaluation during the 3 years. Okay, for the ones that don't have the permanent residency yet. No. First of all, what we want to negotiate with the federal government to be here on the land of Canada, you have to get a statute. What we want to do is, if you are selected by Quebec government from outside, you come here to Quebec or to Canada, to Quebec. You need to have a visa, a federal visa, to be here. So that's called résidence permanente. What we want to do is that permanent residents, during the first 3 years, you will have to pass an evaluation. And if you don't pass it, you cannot have no more your permanent residence. So that's what we want to negotiate with the federal government. What we are doing today, it's before to be selected by the Quebec government, you need to fulfill and to succeed the evaluation on the Quebec value. If you are outside, if you are here in Quebec, already here with a temporary visa or permit, to be able to pass in the Programme d'Expérience Québécoise, it's one of the conditions to have that fast track, to succeed the evaluation, or to go in class with Objectif Intégration. And we can see illustrations coming from your values test already. Do you have some fears to not be taken seriously with this? Not at all, because federal government have an evaluation to become a citizen, a Canadian citizen. Australia have the same. Some European countries have the same also. Quebec values are part of the Quebec society, of the identity. The equality between men and women is something that we have to say, and that immigrants have to respect and to be to know that. Same thing about discrimination. You cannot discriminate people about their sexual orientation or about the color of their skin. So I think as a society, that's the frame of our society, and it needs to be known and it needs to be respected. Merci. Alors, Kelly, CTV. Is 20 questions all it takes to understand Quebec's values? Well, it takes 20 questions to become a Canadian citizen. So we get inspired by the tests of Canadian citizenship. But, I mean, we speak so much about Quebec as a distinct society, distinct laws, distinct culture. In your opinion, do you think it should be more? Well, we decide to have the same number of questions as the Canadian citizenship evaluation. So I think if it's good to become a Canadian citizen, it's good to become to be selected for the immigration system in Quebec. This morning, some of the opposition parties were putting into question the checks and balances on this. How can you be sure that someone won't just simply lie on the test if they say something they don't believe and they cheat? Well, as I said before at the question of Monsieur Laforêt, we don't have any guarantee. As the same thing in the Canadian citizenship
evaluation. But one thing for sure, it's in the law of the Ministry of Immigration, we have the power to make some verification about the integrity of the result that was given to us. So we are confident that people are honest and they want to come to Quebec to build the society together. So that's part of the deal when you come to Quebec. You know, the common language is French. We want to be sure that immigrants are able to work in French, they are able to live in French, and also to have a job, and also to share the Quebec value. As I said before, no discrimination about your situation, about the fact that men and women are equal. I think that's the minimum in our society. Alors, nous avons quelques minutes pour faire un deuxième tour de piste. Alors, j'avais Hugo Lavallée, Patrick Belrose, Martine Biron et Philippe Autier. Je voulais vous entendre sur le plan d'immigration 2020, là, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Par rapport aux documents de consultation que vous aviez déposés cet été, il n'y a pas beaucoup de changements. Là. Seuls les seuils minimums ont été revus à la hausse légèrement. Pourtant, lors des consultations, les représentations s'étaient multipliées pour vous demander d'augmenter le nombre d'immigrants, notamment dans le secteur économique. Les gens de l'industrie étaient venus nombreux. Pourquoi avez-vous fait la sourde oreille à toutes ces demandes et à quoi aura servi la consultation? En fait, j'ai pas fait la sourde oreille, pas du tout. Ce que j'ai fait, j'ai augmenté le nombre de personnes immigrantes que nous allons accueillir pour l'année 2020. On est passé d'un minimum de 41 500 à 43 000 personnes immigrantes que nous allons accueillir. Donc, c'est 1 500 personnes immigrantes de plus. Vous savez, on répond à la demande. Les groupes économiques demandaient d'augmenter substantiellement et de façon importante le nombre de personnes immigrantes. Ils souhaitaient qu'on accueille plus de 65 000 personnes immigrantes pour l'année 2020. Le Québec, en fonction de sa capacité d'accueil, en fonction de la réforme du système d'immigration que nous sommes en train de faire, a une capacité d'accueil au niveau où nous l'indiquons dans le plan annuel d'immigration. Et surtout, on veut être en mesure d'offrir tous les services nécessaires en matière de francisation, en matière d'intégration aux personnes immigrantes. Donc, on fait les choses de façon ordonnée. Et en fin de période, on aura entre 49 000 et 52 000 personnes immigrantes. Lorsque le gouvernement, dans la campagne, pas le gouvernement, mais la CAQ, dans la campagne électorale, avait évoqué l'idée d'abaisser les seuils d'immigration, il avait beaucoup été question de la nécessité pour Ottawa d'être d'accord avec les nouveaux seuils. On comprend que vous avez eu des discussions avec eux, mais en tout cas, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'annonce officielle du gouvernement fédéral validant les seuils que vous-même vous avez mis de l'avant. Est-ce qu'on comprend qu'en coulisses, ils ont consenti non seulement à ceux de l'année, parce que visiblement, c'est les objectifs que vous aviez déterminés qui vont être atteints. On comprend donc que tacitement, ils appuient votre plan, mais que ça a été fait en douce? Ou... Bien, en fait, il n'y a jamais d'annonce officielle d'acceptation de plan de la part du gouvernement fédéral. La façon que la mécanique, ça fonctionne, nous, on dépose le plan à l'Assemblée nationale, comme je l'ai fait aujourd'hui avant le 1er novembre, et c'est communiqué avec le gouvernement fédéral, et le fédéral prend en compte le plan annuel d'immigration et le plan et la planification pluriannuelle pour déterminer le nombre de personnes qui sont à destination du Québec. Et historiquement, le gouvernement fédéral respecte les seuils établis par le gouvernement du Québec. Il ne faut pas oublier que c'est le gouvernement du Québec qui a la responsabilité et la juridiction en matière d'intégration puis d'accueil des personnes immigrantes. Donc, il faut s'assurer pour nous, si on veut avoir une bonne intégration, que le gouvernement fédéral respecte nos seuils. Et pour l'année 2019, au niveau du seuil de 40 000, il sera respecté. Mais quelle assurance vous avez du gouvernement fédéral qui respectera vos cibles pour le regroupement familial et le programme de réfugiés? En fait, traditionnellement, les cibles sont respectées. Ça peut arriver qu'il y ait des variances. Je vous donne un exemple. Au niveau des réfugiés, au cours des dernières années, il y a eu davantage de pression sur cette catégorie-là, notamment en raison de la crise avec la crise syrienne. Il y avait eu un afflux plus important de réfugiés à cette époque-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une adaptation à avoir, mais règle générale, les cibles du Québec sont respectées. Puis, sauf erreur, vous avez élevé un tout petit peu le plancher pour 2020, mais vous avez maintenu le plafond. Oui. Alors, il n'y aura pas plus d'immigrants que ce qui était attendu dans votre plan triannuel. Bien, en fait, vous savez,
le minimum, c'était 41 500. Là, le minimum, ça va être 43 000. Mais le maximum demeure à 44 500. Effectivement, le maximum demeure à 44 500. Mais par contre, on envoie un message pour dire qu'on va accueillir entre 43 000 et 44 500. Donc, au minimum, ça sera 43 500 personnes migrantes. Merci. Patrick Belrose? Question pour M. Matt, si vous permettez. La formulation des questions est très factuelle. La langue officielle est le français, vrai ou faux. Qui a le droit de se marier parmi les exemples suivants? Alors que M. Legault, en campagne électorale, avait formulé des questions qui étaient beaucoup plus comme des engagements. Reconnaissez-vous que les homosexuels ont le même droit ici que dans le reste, que les autres personnes? Reconnaissez-vous que les hommes et les femmes sont égales? Est-ce qu'on aurait pu aller dans le sens de questions formulées comme des engagements d'un point de vue légal? Et pourquoi avoir choisi la formule plus factuelle que vous avez retenue? En fait, les orientations que j'ai données, ce sont des orientations pour faire en sorte que les 5 clés se retrouvent dans l'évaluation. Et les propositions que nous avons reçues du groupe d'experts sont des recommandations qui vont en ce sens-là au niveau de la formulation des questions. Je n'ai pas compris, excuse-moi. En quoi la formulation... La formulation nous a été suggérée par le groupe d'experts qui sont habitués de travailler dans le domaine des relations interculturelles. Et donc, ce sont les suggestions qui nous ont été formulées. M. Matt, est-ce qu'on aurait pu garder une formulation plus dans le sens d'un engagement? Ce que nous voulons faire... M. Matt est présent pour répondre à des questions, je suis d'accord, mais c'est moi qui réponds aux questions dans ce cas-ci. Et ce que nous souhaitons faire avec l'évaluation de connaissances, c'est de valider la connaissance des valeurs québécoises inscrites dans la Charte des droits et libertés. Et donc, les questions pourront permettre de vérifier la connaissance de ces valeurs-là. Donc, question pour vous, est-ce que légalement, on aurait pu choisir une formulation qui aurait été un engagement de la part du candidat à l'immigration? Bien, l'évaluation, elle est là pour valider la connaissance des valeurs québécoises. Alors, avec le type de libellé que je vous ai lu, on atteint l'objectif. Que votre chef avait présenté en campagne électorale comme type de question. On a aussi dit que ça allait être les gens du ministère de l'Immigration qui allaient rédiger les questions, les fonctionnaires. Martine Biron? Je voudrais juste une précision sur les questions que j'ai posées. C'est, en fait, avec votre annonce d'aujourd'hui, vous donnez suite à votre promesse électorale d'imposer un seuil. Est-ce que ça enlève de la pression à obtenir rapidement une entente avec Ottawa, puisque votre promesse, elle est réalisée? Bien, moi, je vous dirais que je suis toujours optimiste de faire avancer les intérêts du Québec et la volonté de la population québécoise. Alors, je vais travailler avec mon homologue au fédéral dès le moment où il va être nommé et je souhaite qu'on puisse régler ça rapidement. Puis en arriver à une entente. Vous êtes moins dans l'urgence que... En fait, vous savez, nous, là, comme gouvernement, on respecte les engagements qu'on a pris. En campagne électorale, on a dit qu'on allait avoir une évaluation de connaissance des valeurs québécoises. C'est ce que nous mettons en place dans les paramètres sur lesquels je peux travailler actuellement. C'est sûr que nous souhaitons, notre plan de match est toujours la même chose, d'avoir cette évaluation-là après 3 ans. Ça demande des négociations. Mais moi, j'ai pris tous les moyens légaux pour... Dans le mandat, vous n'y arriviez pas, vous pourriez quand même dire que vous avez rempli votre promesse. Bien, très certainement, aujourd'hui, nous mettons en place l'évaluation de connaissance des valeurs québécoises. Et oui, nous remplissons notre promesse aujourd'hui. Mais estimez-vous que vous arrivez aux mêmes fins? Bien, en fait, ce que nous souhaitons, c'est que oui, les personnes sélectionnées devront connaître les valeurs québécoises, mais nous souhaitons tout de même y aller avec notre idée de base pour faire en sorte que les personnes puissent venir au Québec, mais qu'après 3 ans, elles aient à remplir ces conditions-là. C'est pas votre scénario initial et idéal, mais est-ce que vous arrivez aux mêmes fins avec la mesure que vous annoncez aujourd'hui? Pas tout à fait, parce que nous souhaitons mettre en place également une évaluation de français après 3 ans. Donc, ça va faire partie aussi des négociations que nous aurons avec le gouvernement fédéral. Jocelyne Richer? Oui, juste une précision au sujet du cours de 24 heures. La personne qui montre son assiduité, qui a suivi le cours, donc elle est assurée d'obtenir le certificat de sélection à ce moment-là? Non. Dans le fond, dans les conditions pour être sélectionné, supposons dans le programme d'expérience québécoise, il y a plusieurs conditions à respecter. Le fait, supposons, d'avoir travaillé 1 an sur une période de 24 mois, dans le cadre d'un emploi qui est en demande.
le fait d'avoir un niveau 7 de français, puis le fait d'avoir passé l'évaluation en ligne ou le fait d'avoir suivi le cours Objectif Intégration. Donc, si le cours Objectif Intégration est suivi, mais que la personne n'a pas son niveau 7 de français, elle n'a pas accès au programme d'expérience québécoise. Il y a plusieurs conditions avant de pouvoir accéder à la sélection. Même chose de l'étranger. Supposons que vous êtes sélectionné parce que vous êtes soudeur. Bien, il faut démontrer votre expérience de travail, vos diplômes, ça fait partie, c'est une des conditions de sélection. Est-ce qu'on peut suivre le cours sans passer le test? Oui. Dans le fond, quelqu'un qui est ici, qui est un diplômé québécois, un étudiant étranger qui devient diplômé, sa formation est en demande. Lui, cette personne-là, elle a le choix soit de faire l'évaluation en ligne, même si, supposons qu'elle est à Québec, là. Elle fait soit l'évaluation en ligne ou elle se dirige vers la session Objectif Intégration. Elle a le choix. Et si elle choisit de faire l'évaluation en ligne, elle fait l'évaluation en ligne. Si elle a un échec, elle peut faire une deuxième évaluation en ligne. Et si elle obtient un deuxième échec, elle est dirigée automatiquement vers Objectif Intégration. Si elle ne suit pas le cours en bout de période, bien, sa demande, elle est fermée. Et si elle souhaite immigrer de façon permanente au Québec, elle devra refaire le processus. Même chose de l'étranger. Dans le fond, de l'étranger, c'est l'évaluation en ligne les 2 premières fois. Au deuxième échec, la 3e fois, la personne a le choix de faire une évaluation en ligne de nouveau ou de venir au Québec suivre la formation Objectif Intégration. Si elle ne remplit pas l'évaluation en ligne à la 3e fois ou qu'elle ne vient pas au Québec suivre le cours Objectif Intégration, sa demande est fermée également et elle doit recommencer le processus. C'est l'équivalent au gouvernement fédéral. Une précision, vous dites que le Québec est une société distincte. Est-ce qu'une réponse serait bonne dans l'évaluation canadienne, mais mauvaise dans l'évaluation québécoise? Est-ce qu'il y a une idée qui vous vient en tête? Non, j'ai pas d'idée qui me vient en tête. Très bien. On va laisser la dernière question. Il reste 2 minutes à Philippe Autier et Cathy Sonnet. En anglais. En anglais. Just, yes. You know that there is a big industry of immigrant lawyers and consultants out there. Because you're basing your system on the honor system, you assume people will do the test correctly. What stops an applicant from getting their lawyer to do the test if it's online? Yeah. If you cheat, you are making a fraud, and your selection is not valid. And that's applied even we don't have an evaluation. Forget the day of today. You apply as as a lawyer. Take that example. As a lawyer, you say you're a member. You're the applicant. You get your lawyer to fill out the. Suppose I'm in Germany. I'm a lawyer in Germany, or I'm a fake lawyer in Germany, and I want to apply to Quebec, and I say I'm a lawyer, and that's not true. So I am selected by Quebec government based on the information that I gave, and when we by verification, or if the ministry know that, but there will be some verification, some inquiry, and if what I declare it's not true, we can take off the certificat de sélection du Québec, and I make a fraud, so I cannot be selected by the Quebec government, so I lose the privilege to come here in Quebec. So if I lie, I cannot be selected, and it can be cancelled. Merci, Cathy. Dernière question. Un avocat ou un consultant, un spécialiste qui va répondre aux questions pour le candidat à l'immigration dans le test en ligne. Bien, vous savez, c'est la même chose aussi pour la construction totale du dossier aussi. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les éléments qui sont déclarés sont des éléments qui sont véridiques aussi, relativement à l'intégrité des tests de français? Parce que vous savez, quand vous êtes à l'étranger puis que vous dites « j'ai un niveau 7, 8, 9 de français aussi », ça prend des documents, ça prend tout ça. S'il y avait fraude, on annule
la demande de sélection du Québec et la personne perd sa résidence permanente aussi, même si la personne est déjà arrivée ici, parce que ça fait partie du pouvoir du ministère de l'Immigration. Et ça s'applique dans tous les programmes gouvernementaux, dans toutes les lois. Les citoyens sont présumés de bonne foi. Alors, ce que vous nous dites, c'est est-ce que quelqu'un pourrait répondre à sa place? Dans toutes les demandes qui sont faites au gouvernement du Québec, ça pourrait arriver comme pour tous les gouvernements qui existent dans le monde. Nous, ce qu'on met en place, c'est qu'on s'assure d'avoir des processus pour assurer l'intégrité du test. Alors, si on s'aperçoit qu'il y a fraude, très certainement, le certificat va être annulé et la personne ne pourra pas immigrer au Québec. Et je peux vous assurer qu'on prend ça très au sérieux et qu'on souhaite s'assurer que les gens respectent la loi et respectent l'évaluation de connaissance des valeurs québécoises. I just wanted to have one question Yes. in English about the threshold for 2020. It's a bit higher than 40,000. Do you have the impression that you put some water in your wine in saying that it would be between, the new numbers for the number of immigrants, between 43,000 and 44,500 people? Yeah. During the consultation last summer, But it's not enough, though. well, the economic groups say we want more and more immigrants. I heard them, and I make a move about the fork, about 41,500 to 43,000 minimum immigrant for the year 2020. So I heard them, and we make an augmentation of 1,500 immigrants for the year. You've made some efforts. I made some effort, I heard, but we have to be serious about the capacity of the Quebec to make the integration of immigrants, because we want to give them some resources, some services also, and we are now doing a plan about that. They will have an agenda de l'intégration in each region, that each immigrant will be linked to that person to help that person to be well integrated by francization, by finding a job, by also be well integrated in his community. Because when you go in some community, sometimes you can be a little bit lost, and you need to have physical people to welcome you, and that's why we put the Minister of Immigration in all the 17 regions of Quebec. That's the first time that happened, and 75% of the new employees are outside the city, the island of Montreal. So I think that's a good message to say in each region there are some needs, and we want to fulfill these needs for the Quebec work market. Monsieur le ministre, monsieur le sous-ministre, merci de vous être Merci à arrêté vous. à la salle Evelyne Dumas. Ça Merci fait à plaisir. tous. Merci.